Bon, pour ne pas prendre trop de retard, nous allons commencer. Donc, nous enchaînons avec une table ronde qui s'intitule « Tous happés par les grands anciens, table ronde arts et sciences interdisciplinaires ». Alors, tout de suite, je précise que nous n'allons pas parler spécifiquement des grands anciens. C'était une façon de dire, pour ne pas toujours le répéter, eh bien, tous happés par l'univers Lovecraftien. L'idée, c'est bien de voir... de parler de cet attrait pour l'œuvre de Lovecraft qui, comme nous avons déjà pu le voir, est partagé par des artistes autour de la table ici, des auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, illustrateurs, illustratrices, et des scientifiques. Donc, est-ce qu'on peut voir des points de convergence dans ce qui fascine chez Lovecraft, des choix de carrière peut-être? Quel rapport notamment au discours scientifique chez Lovecraft? Quelle mobilisation de ce discours scientifique? Donc cette table ronde, elle va être animée par Éric Lusseux, qui est professeur émérite de littérature comparée à l'Université de Clermont. C'est un spécialiste notamment du fantastique, auteur et compositeur par ailleurs, qui nous a embarqués hier, pour celles et ceux qui étaient là, dans un voyage presque musical dans les nappes d'un éther animé de Vortex. Tout un programme. Et je co-animerai également cette table ronde. Donc, à nos côtés, Romuald Giolivo, qui est romancier. Alors, je vais partir comme ça. Ah oui, pardon, non mais c'est vrai, à chaque fois, je vous... Non mais c'est pas possible. Alors, Raphaël Granier, de Cassagnac, qui est chercheur CNRS en physique des particules au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique et écrivain de science-fiction. Alors, je citerai forcément Kadat. Voici, paru chez Mnemos en 2010, dont Nicolas Fructus nous a déjà parlé. C'est un ouvrage collectif qu'il a dirigé et pour lequel il a également écrit une partie, le témoignage de l'Innommé. Voilà. Et il a également, je tiens à le préciser, réalisé des scénarios de jeux de rôle ou encore des jeux vidéo qui ont une visée, il me semble, de médiation scientifique via Scaphen Games. Voilà. Alors, donc, Romuald Giolivo, romancier, ingénieur de formation, je précise, qui a réalisé des ouvrages jeunesse chez l'École des loisirs et Bayard Jeunesse, dont certains étaient d'ailleurs déjà inspirés, on en parlait ce midi, d'inspiration Lovecraftienne. Je pense au manuscrit d'Elphaïs, mais dans une ambiance victorienne. Et l'année dernière est parue, bien sûr, la bande dessinée Le Dernier Jour de Howard Philip Lovecraft, avec le Polonais, alors j'espère pas trop écorcher son nom, Jakub Rebelka, au dessin. Ensuite, donc, Armel Golm, qui est illustrateur, dont il me semble le travail a été d'abord tourné vers l'illustration numérique pour divers supports, mais qui depuis 10 ans privilégie l'aquarelle et les études crayonnées. Plus ou moins, bon, on verra. Études crayonnées qu'on retrouve en particulier dans la série des carnets de Lovecraft, parue aux éditions Brajlon. Et après Dagon, La Cité sans nom, Les rats dans les murs, Le Molosse, Le Festival, est paru le livre qui vous était présenté. Voilà, les archives Lovecraft qui compilent ces carnets et en plus on a un ajout de 2 autres nouvelles illustrées. Voilà. Et donc Daria Schmidt, qui est autrice de bande dessinée, dessinatrice, illustratrice, qui a notamment réalisé l'onirique et fantasmagorique Le Bestiaire du Crépuscule, paru il y a 2 ans dans la collection Air Libre des éditions Dupuis. Et il y a 3 autres bandes dessinées qui étaient parues auparavant chez Casterman, Aqua Alta en 2 volumes, L'Arbre au Pis et Ornithomaniac, où on retrouve un petit peu cette inspiration gothique qui est assez présente dans Le Bestiaire. Et puis, pour finir, je vais le présenter très succinctement parce que vous l'avez pas mal entendu ce matin, Jean-Renaud Boisserie, qui est donc directeur de recherche CNRS en paléontologie au laboratoire Palévoprime de Poitiers, mais qui travaille aussi pour le Centre français des études éthiopiennes et co-organisateur donc de ce colloque. Voilà, je tiens par ailleurs à excuser Roland Lehoucq qui devait normalement participer à cette table ronde, mais dont des contraintes horaires indépendantes de sa volonté ont fait qu'il n'a pas pu y participer. Alors, pour débuter, je propose de commencer par une question très simple. Simplement savoir comment vous êtes venus, chacune et chacun, à Lovecraft. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet auteur? Qu'est-ce qui a résonné peut-être plus particulièrement par rapport à vos travaux, à vos centres d'intérêt? Donc, je propose de faire un tour de table, tout simplement. Bon, je peux commencer ça.
Je pense que Lovecraft, enfin, peut-être vous me direz, mais c'est souvent une histoire de passation. En fait, on vient à Lovecraft parce qu'il y a une passation, et cette passation, elle est souvent différente selon les générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens un tout petit peu plus vieux que moi qui sont arrivés par la vague Métal Hurlant. Il y a les gens plus jeunes que moi qui aujourd'hui arrivent par Gutanabe. Moi, je fais partie, sans surprise, de cette vague qui est arrivée à Lovecraft par le jeu de rôle et par l'appel de Cthulhu. Voilà. Pareil. Non, pareil, jeu de rôle. Donc, mais c'est marrant parce que quand tu as commencé, je me disais que j'allais pas parler de passation. Pour moi, c'est découvert un peu par hasard dans le jeu de rôle. En fait, c'était le deuxième jeu de rôle en gros qui était sorti en France. On l'a acheté avec des potes. On connaissait rien à Lovecraft. On s'est plongé dans l'univers et basta quoi. Et après, il y a eu des rebonds, mais on y viendra plus tard. Moi, j'y suis plutôt venu par le cinéma, je dirais. Les films de Carpenter dans les années 80. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Donc, c'est vraiment le cinéma fantastique de Carpenter. Et tous les films qui étaient une espèce de mouvance Lovecraftienne sans être des adaptations directes. Et puis voilà, tout simplement, j'adorais ça. Et déjà à l'époque, il y avait beaucoup moins de médias qui parlaient de tout ça. Enfin, on trouvait moins de livres sur le sujet et tout ça. Et tout simplement, j'avais une amie qui était plus âgée que moi et qui savait que je m'intéressais aux films de Carpenter, par exemple. Et elle m'a dit, bah, tiens, tu devrais lire Lovecraft, ça devrait te plaire, quoi. Et donc, tout simplement, j'ai acheté un J'ai-lu de Lovecraft et puis j'ai trouvé ça bien. C'est tout. Moi, c'est par hasard, en fait. J'avais une grande lectrice ado, petite ado, donc je lisais Edgar Poe, et dans le droit fil, Lovecraft aussi. Et je ne sais pas du tout si c'est moi qui l'ai acheté, si je l'ai trouvé à ma disposition. Personne m'en a jamais parlé. Et c'est tombé entre mes mains et je l'ai lu. Voilà. J'ai lu un recueil, ça s'appelait Démons et merveilles. Donc c'était une collection poche. Et il y avait trois nouvelles qui étaient là, La Clé d'argent. Ça m'avait beaucoup plu. Et j'y suis revenue, je ne sais pas, très 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 longtemps après, par le biais du jeu vidéo, mais pas parce que je suis une joueuse, mais parce que je travaillais à un jeu vidéo et c'était une sorte de classique pour toutes les personnes avec lesquelles que je côtoyais. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais relire un peu Lovecraft, qui a fait qu'un passage éclair dans ma vie. Voilà. Alors moi, de mon côté, ça a été grâce à l'exploration systématique du rayon science-fiction de la petite bibliothèque municipale de la commune à côté de chez nous. Je viens du fin fond du Périgord. Et donc, dans ce rayon, en plein milieu, de A jusqu'à Z, au milieu, il y avait Lovecraft. Donc, à partir de l'âge de 13 ans, je pense, à peu près, j'ai commencé à lire du Lovecraft. Voilà. Merci. Alors, comme certains ont cité, par exemple, les jeux de rôle, donc j'imagine que c'est l'Appel de Cthulhu, il y a les films de Carpenter. J'aimerais bien savoir, peut-être une petite précision, quel rapport vous entretenez avec cette extension de l'univers Lovecraftien, qui a été réalisé notamment par les épigones quasi contemporains de Lovecraft dont on a pu parler notamment hier, comme Auguste Derleth, qui ont finalement donné de nouvelles perspectives, mais qui ont aussi apporté de belles distorsions quand même par rapport à ce qu'avait pu faire le maître de Providence. Alors, est-ce que vous avez adopté ou rejeté peut-être plus dans votre travail justement après, parce que j'imagine que voilà, quand vous étiez jeune et que vous avez joué par exemple à l'Appel de Cthulhu, vous n'êtes pas forcément posé cette question-là, mais a posteriori, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de cette extension de l'univers Lovecraftien ? Ouais, je peux commencer. Je pense que je l'ai rejeté, mais en fait, je ne l'ai même pas lu. C'est-à-dire, moi, je me suis immergé dans le jeu de rôle, donc je connaissais tout. Enfin, je faisais tout l'univers de Lovecraft tel qu'il est présenté dans le jeu de rôle, donc complètement digéré son œuvre à lui et l'œuvre des épigones. Donc ça, je connaissais plutôt vraiment bien le mythe tel qu'il est présenté dans le jeu de rôle. Par curiosité, mais pas intensive, j'ai lu à ce moment-là, peu de temps après le jeu de rôle, 2-3 nouvelles de Lovecraft, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc j'avais cette espèce de grande connaissance. Et puis un jour, mais c'est un peu comme toi, beaucoup plus tard, quand on nous a demandé de faire Kadat, je me suis dit, va falloir s'y remettre. Et là, je n'ai relu que Lovecraft. Et je n'ai jamais, en vrai, je pense que je n'ai jamais lu un seul autre livre littéraire dans le mythe qui est lié au mythe de Cthulhu, autre que les siens.
Et j'ai trouvé ça génial, en fait. C'est-à-dire de voir comment, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, tu as cet univers immense, foisonnant, qui vient d'une source très pure, en fait. Il n'y a pas grand-chose de world building, je dirais, dans l'œuvre de Lovecraft lui-même tout seul. Il y a des esquisses, il y a un esquisse d'univers qui a été repris par les gens de façon délirante derrière. Et je trouve que c'est génial. Et donc moi, j'ai eu une jouissance énorme à me replonger uniquement dans l'œuvre initiale et à se dire putain, mais ça a donné tout ça derrière, quoi. C'est exactement pareil, en fait. C'est face au foisonnement post-Lovecraft que je me suis dit, bon, retournons à la source pour voir ce qu'il a véritablement écrit. Parce que quand on arrive au bout, voilà, quand on s'y intéresse maintenant, on est submergé par tout ce qui a été produit. Donc, quelque part, c'est une sorte de retour au point, retour à l'œuvre. Pour voir ce qu'il en était vraiment. Est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que c'est vraiment une curiosité pour moi de revenir au texte? Et exactement pareil, j'ai pas lu les Derlet, Par contre, j'ai lu tous les Joshi, les biographies, pour voir aussi qui était le personnage qui avait suscité un tel raz-de-marée sacrément posthume, en fait, hein, parce que c'est à partir des années 70 qu'il est arrivé en France. Vraiment. Moi, je n'ai pas lu non plus les Derlet et compagnie, en fait. Enfin, j'en ai peut-être lu quelques-uns sans le savoir, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait notamment chez Pocket, il y avait des éditions qui s'appelaient genre les papiers du Lovecraft Club, ou je sais pas quoi. Oui, Il y avait l'horreur dans le musée, tous ces trucs-là. J'en ai lu quelques-uns, mais de toute façon, enfin, Lovecraft, j'ai une façon de le lire. J'en lis quelques-uns, puis après j'arrête parce que j'ai l'impression, dans un court moment, d'en avoir fait un peu le tour et de vouloir lire autre chose, quitte à y revenir après sur d'autres nouvelles. Est-ce que ça vous rend fou comme Gutanabe peut Non, le partager? Ça me rend absolument pas fou. D'accord. Mais moi, ce qui me plaît, c'est chez lui, c'est plus les ambiances qu'autre chose. Il arrive à poser des atmosphères, à poser des lieux et tout ça. Et je suis pas forcément plus intéressé que ça par toutes les extensions qu'on veut pu être apportées par les autres. Après, on en parlait ce midi, les continuateurs ou le jeu de rôle, c'est très ambigu. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est fortement détestable, que ce soit le travail de Sandy Peterson avec le jeu de rôle. Et bon, j'ai joué à l'Appel de Cthulhu pendant des siècles, mais en fait, l'Appel de Cthulhu, c'est plus c'est Indiana Jones, ça n'a rien à voir avec Lovecraft. Le travail de ce qu'a fait Derlet derrière, de fédérer, de vouloir créer une cohérence dans le travail de Lovecraft, alors qu'on ne peut comprendre que l'aspect fondamentalement littéraire de l'œuvre, que si on accepte cette incohérence, cohérence en plus qu'il a voulu bâtir en miroir de son aspect profondément religieux. Bien sûr, tout ça est détestable, mais sans ces gens-là, on ne parlerait pas de Lovecraft aujourd'hui. Après, moi, pour aller même plus loin, j'avoue qu'aujourd'hui, l'œuvre ne m'intéresse pas trop. C'est-à-dire que moi, je suis revenu à Lovecraft, j'ai lu énormément Lovecraft quand j'étais jeune, mais je suis revenu à Lovecraft par la correspondance. Je trouve qu'aujourd'hui, le vrai problème avec Lovecraft, c'est qu'on le voit tous. Des gens parlent de Lovecraft, les gens parlent de caractère Lovecraftien, mais enfin, c'est devenu un lieu commun, comme kafkaïen. C'est-à-dire que les gens parlent de l'ambiance kafkaïenne sans savoir avoir lu une ligne de Kafka. Moi, ce que je trouve aujourd'hui très intéressant, parce que moi, ce qui m'a amené à retravailler sur Lovecraft, c'est la disponibilité, la mise à disposition de toute sa correspondance et cette volonté que moi j'ai eu envie de redécouvrir plus l'homme que l'œuvre qui... On peut le dire, bien sûr, il y a une volonté littéraire chez Lovecraft, il y a quelque chose de très intéressant, mais on en a fait le tour, à dire vrai. Le seul tour qu'on n'a pas fait de Lovecraft, c'est d'accepter que c'est un auteur qu'on peut mettre entre Dos Passos et Hemingway, parce que c'est ça, en fait. C'est un prosateur. Pendant très très longtemps, on a dit que c'était un gars qui ne savait pas écrire. Souvent aussi par le filtre de ces traductions qui ont été évoquées, qui ont longtemps été fautives en France. Mais aujourd'hui, Lovecraft, on a fait le tour de l'œuvre. Enfin, je pense, quoi. Sauf la correspondance. Voilà, la correspondance, il y a un territoire inconnu et qui rajoute de l'humanité derrière le personnage. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. L'œuvre ne m'intéresse plus trop. Oui, alors ma question va aller pratiquement dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Pardon. Vas-y.
Ouais, non, mais c'est parce que j'ai pas répondu à la question en fait. Oui, mais je pense qu'on allait Ouais. revenir. Non, c'était une sous-question que t'allais poser. C'était une sous-question. Oui, Ah, ok. c'est-à-dire que j'ai été frappé en regardant ce que vous faites les uns et les autres, que ce soit du côté de la fiction, que ce soit du côté de l'illustration. Vous faites de Lovecraft un personnage. C'est-à-dire que vous inversez, au fond, le rapport qu'on a à l'auteur pour le mettre en scène. Et est-ce que c'est pour vous, alors est-ce que c'est dans la lignée de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le besoin de comprendre cet écrivain, ou alors est-ce que c'est une façon finalement d'unifier son univers en passant à travers un médium comme lui pour essayer de donner une cohérence finalement à toutes ces merveilles, à tous ces démons? Le personnage permet aussi, à cause du décalage qu'il a eu avec son temps et le fait que tout le monde, enfin en tout cas que beaucoup de personnes soient emparées de son univers et le connaissent comme personnage en fait, ça permet aussi de parler de choses de choses très contemporaines, de la dépression, de la solitude et du décalage par rapport à une époque, quoi, avec un véhicule. Et puis il offre aussi des formes qui lui sont adjointes, qui permettent aussi de prendre de la distance et de s'amuser avec des thèmes un peu plus sombres. Ouais, moi je l'ai pas vraiment fait de m'emparer de Lovecraft, mais dans Kadat on l'a fait, et Kadat on l'a fait très très vite, hein, et donc on s'est très rapidement séparé 4 thèmes Lovecraftiens, on va dire, et évidemment le personnage de Lovecraft en était un. Il y avait en gros les dieux des contrées du rêve, l'horreur et Lovecraft aujourd'hui. C'est un peu les 4 champs qu'on s'est distribués entre nous. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que celui qui s'est emparé du personnage, c'est David Camus, qui était en fait en train de s'attaquer non pas au personnage, mais à l'œuvre de façon frontale. Il était en train de commencer à traduire enfin, il traduisait les contrées du rêve, et ça a mené à l'intégrale qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, c'est lui qui s'est emparé de ça, et avec nous, hein, on était avec lui, mais et c'était, je pense que c'était assez viscéral, hein, et son texte est d'ailleurs très fort, je trouve. Il le présente sur son lit de mort. Enfin, il va loin dans la volonté de présenter le personnage de façon assez attachante, émouvante, je pense, fragile, tout ça. C'est assez viscéral, moi, je pense. Est-ce qu'il y avait une identification je suis désolé, je vais vous rendre la parole tout de suite, mais est-ce qu'il y avait une identification de Camus avec au moins le texte Lovecraftien, un petit peu comme Baudelaire, qui a appris l'anglais dans Poe, s'est totalement identifié, a repris pour sa vie et pour sa vision du monde beaucoup de choses qu'il a trouvées ou parfois inventées chez Edgar Allan Poe. Non, mais il faudrait lui demander à lui, hein, mais si je devais parier, je pense que je dirais oui. Ouais. Il a un besoin de s'identifier à l'auteur pour le traduire, peut-être. C'est peut-être quelque chose comme ça. Et même, anecdote, hein, donc nous, on avait décidé dès le début qu'on allait saucissonner les textes. C'est-à-dire que quand vous lisez Kadat, les textes sont distribués, on passe d'un auteur à un autre, on rebondit, c'est un peu le bordel. Et quand il m'a rendu son texte qu'il avait fait d'une traite in extenso, il m'a dit « Raphaël, je crois qu'on ne va pas le couper ». Je lui ai dit « David, je crois que ce n'est pas le contrat, il va falloir le couper ». Et en le lisant, c'était un crève-cœur. C'est vraiment un texte hyper intime, viscéral encore. Et donc oui, je pense que oui, mais on lui demandera. Et justement, Romuald, pour finir ce tour de table par rapport à cette question de mettre en scène le personnage de Lovecraft, et là on le voit dans une situation extrêmement éprouvante, on va loin, et c'est également le cas dans Le Dernier Jour de Howard Philip Lovecraft, forcément. Donc, par définition, ouais. Évidemment. En fait, non, je dirais que c'est presque le phénomène inverse. Moi, le problème avec Lovecraft, c'est que c'était devenu un personnage. Lovecraft, pendant très très longtemps, voilà, c'est le reclus de Providence, c'est le gars qui bouffe des glaces, c'est le gars qui bouffe des haricots, qui voyage pas, qui a pas d'amis, etc. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux la publicité, les petits clips là qui sont faits, hein, je sais plus comment ça s'appelle sur Instagram là, par Gallimard pour promouvoir l'intégrale. Il surfe encore là-dessus, alors que voilà, on a la biographie de Yoshi qui fait plus de 1200 pages, on a les lettres, voilà, on l'évoquait, c'est-à-dire que Lovecraft, on disait on ne connaît pas sa vie. On imagine environ 60 000 lettres, donc c'est l'auteur nord-américain dont la vie la plus documentée.
Donc en fait, on en a fait un personnage. Et moi, j'avais envie de défaire ce personnage et de lui trouver une sorte d'universalité. Ce qui m'intéresse à ce personnage, c'est qu'il ait des incohérences. Il est antisémite, il se marie avec une juive. Il est dans une culture de l'échec. Et on est tous incohérents. Nos vies ne sont, bon gré mal gré, qu'une suite d'échecs qu'on essaye de plus ou moins de surmonter. Et donc en fait, il a une universalité, c'était de lui rendre son humanité. C'est plus ça qui m'intéressait, c'est de défaire le personnage, justement. Et donc, Jean Renaud, vous n'avez pas oublié. Par rapport, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas de cet univers Lovecraftien? Oui, ok. Alors, moi, ce que je garde définitivement, c'est l'œuvre de Lovecraft. Parce que quand j'ai commencé, ça a entraîné la lecture d'à peu près tout, mais sans intérêt pour les choses qui sont venues après, Derleth et compagnie. Ça, j'y suis pas allé. Par contre, j'ai lu du Lovecraft sans le savoir, toujours à peu près au même âge, à cause du CDI de mon collège, qui mettait à disposition tous les albums de Druillet. Et ça a été... je m'en suis rendu compte plus tard, mais donc à chaque fois qu'il y avait une pause, j'allais lire du Druillet au lieu de faire mes devoirs. Et ça a créé une résonance, certainement, avec mes lectures du moment, même si je ne savais pas, évidemment, à cet âge-là, que Druillet était directement influencé par Lovecraft. Donc il y a eu peut-être une conjonction de choses qui m'ont guidé plus avant encore à découvrir le reste de Lovecraft. Merci. Alors, pour continuer, je propose qu'on s'attache un petit peu à parler du discours scientifique de Lovecraft, puisque c'est quand même au cœur de ce colloque. Je voudrais simplement savoir, pareil, un tour de table, est-ce que c'est un élément majeur à vos yeux de son œuvre? Est-ce que vous avez cherché à vous en emparer vous-même? Est-ce que c'est même peut-être ce qui vous a séduit, ce qui vous a parlé chez Lovecraft, voire d'ailleurs peut-être plus largement chez d'autres auteurs, autrices sur lesquels vous pouvez vous pencher? Moi, je fais des sciences dures et ma réponse à ta question, c'est non. Non, moi je suis passé c'est intéressant justement à creuser. je suis passé complètement à côté. Moi, comme j'ai dit, moi j'ai découvert Lovecraft dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, les personnages qu'on propose à jouer sont plutôt. Il y en a un, il y a le prof d'université. Je ne sais pas si quelqu'un ici qui joue à l'appel de Cthulhu a déjà joué un prof d'université. C'est chiant. Donc moi j'ai découvert en jouant un journaliste, un archéologue, un antiquaire, c'était très bien antiquaire, je me souviens. Donc moi j'ai découvert l'univers de Lovecraft sans l'aspect scientifique du tout, qui est effectivement très présent dans l'œuvre, hein, ça je le dis bien. Et alors quand j'ai commencé à lire Lovecraft, je suis passé à côté. J'ai pas fait gaffe trop à ça, c'est vraiment le côté fantastique, horrifique qui m'a happé, littéraire qui m'a happé. Les petites références scientifiques, ouais, il y en a plein partout, c'est intéressant, mais voilà. Et alors peut-être inconsciemment, il y a peut-être des choses, hein, mais consciemment, il n'y a rien qui fait que je passe de Lovecraft ado, jeu de rôle, première lecture, à une vie de scientifique hardcore, on va dire. Derrière, je sais très bien d'où me viennent les inspirations scientifiques, et c'est des vrais gens. C'est pas du tout j'ai pas l'impression du tout que ce soit dans l'œuvre de Lovecraft. C'est difficile à dire. Moi, j'ai une formation scientifique, donc je pense que l'appétence que j'avais pour les sciences en découvrant Lovecraft à 15 ou 16 ans, avait un écho. Je réfléchissais tout à l'heure, on parlait de cauchemars océaniques, etc. Moi, je suis architecte naval de formation, et je pense que peut-être que la fascination de Lovecraft pour la mer, qui est une fascination répulsion, peut-être à jouer, c'est difficile de le dire dans les formations. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très très bien rendu dans ces questionnements sur la traduction. C'est la spécificité technique de son langage qui instine, en fait, à dire vrai. Et je pense, oui, qu'il parle à ces gamins on peut découvrir Lovecraft à d'autres âges. Je pense que quand même on le découvre quand même assez. Si ça résonne, c'est vraiment beaucoup l'adolescence, et donc ce profil de jeune garçon boutonneux, geek, qui aime les sciences. Voilà. Je pense que ça, il y a aussi un aspect qui est indéniable. Mais bon, voilà, c'est pas le seul profil de lecteur de Lovecraft. Armel, je pense forcément justement aux croquis un petit peu archéologiques et aux planches naturalistes que vous pouvez travailler. Alors est-ce que justement ça fait écho à ce discours scientifique?
Oui, disons que déjà pour ancrer Lovecraft dans quelque chose d'assez concret, d'assez réel, parce que sinon, pour moi, Lovecraft, ça peut aussi être à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on parle de géométrie non euclidienne, de choses comme ça, moi, il y a un moment donné, en tant que dessinateur, par exemple, je sais pas, je pense à La Cité sans nom, il décrit des lieux, des hôtels sur lesquels ont été posés des trucs. Si c'est de la géométrie impossible, moi, à un moment donné, en tant que dessinateur, je me dis, c'est quand même un hôtel sur lequel on doit poser des trucs, quoi. Donc il faut que ça ressemble à quelque chose. Et donc je cherche des solutions. Il y a aussi le fait que moi, j'ai un père qui est ethnologue. J'ai été très longtemps à la Société des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris aussi. J'aime bien tous ces trucs-là. J'allais au Musée de l'Homme quand j'étais petit. Ça fait partie un peu de mon imaginaire. Tout ce qui est un petit peu compilation de petits objets. Justement, pour moi, le muséum, c'est exactement ça. J'allais dans les galeries uniquement pour regarder tous les petits meubles, les petits tiroirs, toutes ces choses-là. C'est plus une esthétique associée à une façon de mener la science qui n'est peut-être plus celle d'aujourd'hui, mais en tout cas qui moi, m'a toujours énormément attiré. Ce côté collection de laquelle ressort une certaine poésie. Voilà. Et moi, je voulais que tous les trucs que je dessine dans mes nouvelles de Lovecraft évoquent quelque chose de plausible, alors que rien n'est authentique. C'est-à-dire que même si je dessine des petites, je sais pas, des petites statuettes, des petits fétiches à clous, des trucs comme ça, il n'y en a aucun qui est réel, évidemment, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, moi, de recopier des trucs qui existent. Je fais ça toute ma journée, en fait. J'enseigne le modèle vivant, donc je dessine des gens qui viennent poser pour moi toute la journée. Donc il y a un moment donné, quand j'ai envie de faire l'imaginaire, j'ai envie de faire autre chose. Et recopier des photos, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc en revanche, c'est essayer de tirer une espèce d'essence de plein de choses pour proposer des objets et des compilations un petit peu comme ça, comme on pourrait voir dans un musée ethnographique, qui finit par donner une tonalité, plus qu'autre chose. Et moi, c'est pas du tout mon axe, en fait. Oui. C'est une question qui s'adresse clairement pas à moi. En tout cas, pas sur ce livre-là. Pareil, je travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle pour d'autres projets. C'est un univers que j'aime beaucoup, mais c'est pas celui que j'ai retenu chez Lovecraft. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là où on l'imagine un peu dans l'occulte et puis voilà, des choses ésotériques comme ça, une première idée, en fait, c'est pas du tout ça. Quand on le lit vraiment attentivement, on voit que c'est plutôt un matérialiste. Donc c'est ça qui est assez intéressant quand on part encore des idées, du corpus idées reçues qu'on a sur Lovecraft, de le confronter à l'œuvre. Et là, on voit bien qu'il y a un autre substrat. Et puis, mais bon, en l'occurrence, moi, c'est pas du tout ce qui m'a conduit dans mon projet. Donc, je passe aux scientifiques. En plus, il y a beaucoup de scientifiques ici. Moi, je suis architecte aussi de formation. Donc, pareil, il n'y a pas d'accroche particulière de ce point de vue-là. Non, moi, la science, elle est venue avant ma découverte de Lovecraft. Non, c'est pas Lovecraft qui a pu avoir un impact. Par contre, le fait qu'il mette en jeu ces profondeurs de temps extrêmement importantes, qu'il évoque toujours cette ancienneté de la Terre, ça m'a plu directement, parce que justement, j'étais intéressé par la paléontologie depuis tout gamin, en fait. Et donc, du coup, je pense que, même si je n'ai pas un souvenir exact de ce qui se passait dans ma tête quand j'étais en préadolescence, mais je pense que ça a dû me parler. Le fait qu'ils mettent en jeu souvent des scientifiques, oui, probablement, ça m'a attiré plus facilement vers ces écrits que vers d'autres choses, même si la science-fiction, d'une manière générale, j'aime beaucoup. Et donc, bon, ils font pas tous appel à ces notions-là en SF. Mais je pense que ça a été vraiment, ce lien-là, il s'est fait certainement de manière inconsciente. C'est pas, ah ouais, tiens, Lovecraft, il parle beaucoup de science, c'est vraiment super. Non, c'est plutôt un attrait général, une appétence générale pour ce type de choses qui m'a fait que ça m'a
emmener plus loin dans la découverte de cette œuvre. Oui, il y a une sorte de connivence qui peut se créer dans le fait de choisir effectivement ces narrateurs qui sont bien souvent des scientifiques. C'est vrai que c'est assez fort. Et Oui. quand on échangeait ensemble, Ouais. tu me disais effectivement qu'on peut avoir l'habitude de dépeindre le scientifique un peu en Indiana Jones qui part à l'aventure. Et là, justement, Lovecraft propose autre chose, un autre modèle, justement, peut-être plus proche de la réalité des scientifiques. Oui, alors Indiana Jones, quand j'ai découvert ce film-là, c'était avec grand plaisir que je l'ai regardé, mais j'ai jamais du tout pensé une seconde que ce type-là était un scientifique. Et c'est un peu surprenant parce que systématiquement, il y a des collègues qui essayent de se vivre en Indiana Jones et de se représenter en Indiana Jones, archéologue ou paléontologue, et c'est profondément ridicule parce que ça n'a rien à voir avec notre travail. Et ce type, il rentre, il casse tout, il détruit toutes les preuves, il arrache les choses. Enfin, c'est une horreur, quoi. Donc, c'est absolument pas un scientifique, Indiana Jones. Et par contre, les gens que Lovecraft met en œuvre, enfin, qu'il met en scène, eux, ils ont un réel comportement de scientifique. Et c'est un peu ce que je disais ce matin, je crois. Ils sont poussés dans l'histoire par leur curiosité scientifique, même si ça amène potentiellement à une fin dont ils peuvent se douter qu'elle ne va pas être très heureuse. Mais ce désir de découverte, et c'est vrai qu'il y a une dimension dans Lovecraft où il nous donne à voir de manière succincte au final l'histoire de civilisation sur des centaines de millions d'années, ça peut faire tilt dans la tête de quelqu'un qui est intéressé par cette profondeur de temps, par l'ancienneté du vivant sur notre planète et l'histoire très complexe de ce vivant. Donc oui, quelque part, ce sont les anti-Indiana Jones qui vont finir fous ou suicidés, mais qui vont aller au bout de ce qu'ils aiment faire, en fait. Même s'ils n'ont pas les capacités physiques, mentales, etc., contrairement à Harrison Ford. Si je peux rebondir. Ouais. C'est un processus narratif évident, c'est-à-dire qu'il met en scène des scientifiques et des investigateurs. D'ailleurs, dans le jeu de rôle, les personnages s'appelaient des investigateurs. C'est peut-être le truc le plus clair qui a été repris de Lovecraft. Justement, parce que c'est des gens qui essayent vraiment de comprendre ce qui se passe, et donc on les croit en fait quand ils témoignent. C'est super important. Dans d'autres récits fantastiques, on a des récits de fous, de gens qui sont fous a priori, ou d'enfants, ou de n'importe, et on a plus de mal à les croire. Là, on veut les croire, ces scientifiques. Je pense que ça participe de l'énorme force de ce mythe-là, si on peut l'appeler un mythe. Il a une profondeur énorme parce que la plupart des gens que Lovecraft nous présente sont des savants en fait et des investigateurs. Et contrairement à Indiana Jones, il y a de l'action quoi. Il donne des cours quand même, hein, mais c'est d'abord de l'action quoi. La façon qu'on a de vouloir garder un spectateur dans Indiana Jones, c'est l'action. C'est la façon qu'a Lovecraft de vouloir garder son lecteur, c'est en lui disant attention, ce qu'on va te raconter, c'est sans doute vrai quoi. Ces gens qui témoignent savent de quoi ils parlent. C'est d'autant plus renforcé qu'il ne s'adresse pas à nous, public. Il s'adresse à ses pairs ou éventuellement aux membres de sa famille qui sont les seuls à pouvoir le comprendre parce qu'ils ont son vécu. Et donc, ça renforce la crédibilité, à la fois ce statut de scientifique et cet entre-soi d'intellectuel. On parle entre nous, donc c'est vrai ce qu'il raconte, quoi. Voilà. Après, moi j'ai écouté le rapport de Lovecraft à la science, j'ai écouté toutes ces communications que j'ai trouvées vraiment brillantes et hyper intéressantes avec des théories, etc. Mais je me suis demandé plusieurs fois si on ne se faisait pas rouler dans la farine par Lovecraft. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Lovecraft, certes, on garde cette idée du gamin de 8 ans qui faisait ses petites revues sur l'astronomie ou la chimie, mais je ne sais pas si vous avez été voir ces revues de façon spécifique, c'est quand même pas d'un haut niveau scientifique. C'est bien souvent des articles qu'il a repompés dans le journal. Il ne faut pas oublier quand même c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui a arrêté les études, qui avait un niveau, essentiellement parce qu'il avait un niveau déplorable en mathématiques. Donc en fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est que je pense que c'est juste un très bon écrivain. Il nous donne l'impression de pouvoir développer une pensée scientifique, alors qu'en fait, c'est juste une quiche en science, je pense.
sa culture scientifique se résume à lire le journal, à lire quelques ouvrages qu'à l'époque il arrivait voilà, l'encyclopédie, etc. Il allait comme aujourd'hui, Houellebecq va pomper des articles de Wikipédia, Lovecraft, il faisait un peu pareil avec l'Encyclopédie Britannica. C'est vraiment ça, quoi. Mais en fait, il avait ce talent de nous donner l'impression que c'était réel. Oui, parce que je me permets simplement par rapport à ça, justement dans Derniers jours de H.P. Lovecraft, il y a un rappel des écrits de vulgarisation scientifique sur l'astronomie. Donc on pourrait penser au contraire que vous souhaitez remettre en avant ces écrits-là. Ce qui m'intéresse chez Lovecraft aujourd'hui de plus, c'est ce qu'on appelle, de façon très vague, son cosmicisme. C'est-à-dire, pour le citer, c'est quelque chose que vous avez très bien mis en parallèle, enfin en perspective ce matin dans votre communication, c'est que pour le citer, il dit l'humanité n'est qu'une chure de mouche sur la porte de service de l'univers. Et c'est ça, en fait. C'est comment. Je pense que c'est là son génie scientifique, sa vision scientifique, c'est de remettre l'être humain à sa place dans une histoire au temps long. Et c'est ça qui m'intéressait dans le rapport à la mort, parce qu'en fait, Lovecraft, il y a sans cesse ça dans ses histoires, mais en même temps, il y a sans cesse des gens qui cherchent la persistance de la vie après la mort. Et donc, quand on est dans cette ambiguïté, dans laquelle on est un peu tous, et qu'on arrive que quelqu'un vient nous dire qu'enfin, c'est un peu la fin de notre histoire, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment il réagissait par rapport à ça, qui est une question qu'on va tous se poser à un moment ou à un autre, quoi. Donc l'aspect à la science, c'était juste par rapport à ça, à son cosmicisme, et puis ça me permettait de faire un lien. On sait qu'historiquement, à la fin de sa vie, sans trop savoir pourquoi, il s'est à nouveau plongé dans la science, et notamment dans l'astronomie, alors qu'il avait arrêté d'écrire depuis un moment, quoi. C'était pour utiliser aussi la matière existante. Oui, on peut quand même dire aussi que la caution du rationnel, c'est un des procédés, donc on a très souvent dans le conte fantastique, depuis très longtemps, enfin depuis le 19e siècle, on a quelqu'un qui apporte la caution, c'est bien réel, et ce type-là, il est en adéquation avec le lecteur supposé rationnel. Mais il me semble qu'il y a chez Lovecraft un degré de plus quand même, c'est ce qu'évoquait mon voisin, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une caution, on a la caution, peut-être pas de toute la communauté scientifique, mais on a la caution d'une communauté. Et ça, c'est particulièrement frappant dans Les Montagnes hallucinées, où véritablement on a un travail d'équipe qui est en train de se mettre en place, même si l'horreur, finalement, n'atteindra que deux personnages, loin qui sera complètement fou à la fin de l'expérience. Donc il me semble qu'il y a une expansion de l'univers fantastique chez Lovecraft, dans la mesure où ce n'est pas simplement le cosmos qui est mis en jeu, mais c'est pratiquement tous les éléments qui sont comme ça augmentés, en quelque sorte. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec vous deux, en fait. Pour moi, dans une bonne nouvelle de Lovecraft, il y a une idée maîtresse. On va partir là-dessus et on va essayer de l'étoffer, de le renforcer avec tout ce qui nous passe par la tête. Donc, s'il faut faire un peu de name dropping scientifique, on le fait. S'il faut prendre un mythe que tout le monde connaît, la sorcière, et puis le mettre, paf, lui donner une justification parce qu'il y a, je sais pas, un grand ancien qui est au-dessus, derrière, je sais pas. On le fait. Donc, c'est vraiment de blinder de tous les côtés pour le justifier au maximum l'hypothèse comment tu disais, cosmiciste, avec tout ce qu'on peut. Mais pour moi, ça reste pour les sciences, et en particulier pour les sciences dures. C'est peut-être un peu moins vrai pour les sciences humaines, donc c'est plus vrai pour les sciences inhumaines. Pour les sciences inhumaines, moi je connais bien ces domaines-là. Pour moi, il fait essentiellement du name dropping, c'est-à-dire qu'il lit ce qui se passe, il dit putain ça a l'air génial, il lit un petit peu, il se documente, il est incapable de développer une pensée très avancée là-dessus, et c'est pas grave parce qu'il fait autre chose très bien. Et il utilise les bons trucs pour étayer vraiment toutes ces histoires. Il cherche la vraisemblance. Moi, je trouve que c'est plutôt un enfant qui joue, quoi. Il se projette dans ce monde scientifique auquel il n'a pas pu accéder, très clairement. Hein. C'est sa grande frustration. Et du coup, il se crée un univers dans lequel il a accès à tout ça en essayant d'installer une vraisemblance à tous ses propos. Parce que pour les montagnes, on pourrait retrouver, il y a 2 explorations, je ne sais plus, à l'époque, c'était suivi, comme aujourd'hui, on pourrait suivre en ce moment le Vendée Globe. C'était vraiment, il y avait des annonces régulières dans les journaux, et la correspondance documente très bien ça, où il explique comment il est fasciné par ce truc-là, où il peut aller jusqu'à New York pour chercher des journaux qu'il n'arrive pas à trouver à l'époque à Providence, pour suivre ce qui se passe au jour le jour dans ces expéditions-là. Donc en fait, il voit très bien. Et puis bon, voilà,
ce qui est indéniable, c'était quelqu'un d'une intelligence et d'une faculté d'analyse exceptionnelle. Et donc, il comprend très bien comment fonctionne, je pense, ça a été marqué aussi ce matin quand on a parlé de trucs Peabody, etc. Il comprend très bien comment ça fonctionne. Très vite, il arrive à capter le modèle de ce que sont ces expéditions, et à le reproduire dans son histoire, quoi. Alors, je vais essayer de vous... Daria, je peux vous rassurer, c'est aussi très difficile de manier comme ça des questions simplement qui peuvent s'adresser à la fois à des scientifiques et à des artistes et des créateurs. Mais justement, je voudrais... Alors, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant tout le colloque, mais je voudrais avoir un avis un petit peu plus particulier sur la question de la monstration et de l'impair. Parce que on a parlé tout à l'heure des zoophytes ou des phytos, des radiaires, etc., etc. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est, notamment dans les montagnes hallucinées, c'est ce modèle par 5 qui fonctionne à tous les niveaux. Et à mon avis, c'est à la fois une question pour le paléontologue, pour le scientifique, mais aussi pour l'artiste. Parce qu'il me semble que dans les montagnes hallucinées, si c'est 5, c'est pas simplement pour faire apparaître des choses qui ne sont pas binaires comme on peut l'être, mais c'est aussi pour faire un pied de nez à l'avant-garde picturale. Hein. C'est-à-dire que ça dépasse, et d'ailleurs il y a un passage dans les montagnes hallucinées où c'est pratiquement évident, ça dépasse le cubisme, donc le par 4, et on va jusqu'au par 5. Et donc je voulais savoir comment vous, dans ces éléments qui outrepassent nos habitudes, on va dire, hein, simplement, comment est-ce que vous, en tant que savant, en tant que spécialiste, vous pouvez imaginer, alors ça existe dans la nature, mais à des niveaux infimes, comment est-ce qu'on peut imaginer un être gigantesque et impair, et puis comment est-ce qu'on peut dessiner aussi ces caractères impairs, que ce soit dans l'architecture ou que ce soit dans la représentation des personnages. Je m'en sors bien, je le fais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la même chose. J'allais dire, on peut pas. On peut pas. Je pense qu'on peut l'évoquer, et c'est ça qui est fort. Mais à la fin, la personne qui arrivera à représenter un machin, tu faisais, je pense, référence aux supercordes ou aux trucs comme ça, ou soi-disant dans le monde de l'infiniment petit aujourd'hui, on vit dans un monde à 13 dimensions. Aujourd'hui, là, ça reste très théorique, hein, c'est pas prouvé, mais ça, c'est une hypothèse scientifique géniale. La mettre en scène, que ce soit, je pense, graphiquement ou de façon littéraire, c'est hyper difficile. Le seul truc qu'on peut faire, et c'est ce que fait, je pense, Lovecraft avec les géométries non euclidiennes et des choses comme ça, c'est un peu l'équivalent, c'est de l'évoquer, de donner le sentiment d'étrangeté. Et alors, de façon littéraire, ça marche hyper bien parce que l'imagination est dans la tête du lecteur. Je ne sais pas si ça se passe aussi bien pour moi, d'ailleurs, elle se passe dans la tête du lecteur, mais elle ne se passe pas vraiment non plus. Un exemple que je donne toujours, moi, notamment à mes étudiants, sur l'image mentale, c'était ce que le philosophe Alain utilisait. Il disait imaginez le Panthéon dans votre tête. Le Panthéon en haut de la rue Soufflot à Paris, avec le jardin du Luxembourg en bas. Voilà. Et il dit maintenant comptez les colonnes. Et évidemment, on ne peut pas compter les colonnes. Pourtant, on voit parfaitement le Panthéon. Et pour moi, ces notions-là, voilà, quand on les lit, on sent qu'effectivement c'est étrange, mais on ne sait pas mettre le doigt dessus, quoi. On ne sait absolument pas mettre le doigt dessus. C'est juste une impression générale, un peu floue. Il y a des trucs qu'on peut percevoir, mais pas la totalité. Donc, moi, toutes ces questions-là, c'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment représentable, quoi. Mais alors, donc, tout l'art, c'est d'en donner juste assez. Parce que si on va trop loin, ça devient pas crédible et ça fonctionne pas, quoi. Et donc, je pense que tout l'art de Lovecraft, c'est d'en avoir donné juste assez pour nous laisser ne pas imaginer, comme tu dis, mais penser qu'on peut. Et ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Oui, déjà que tous les contours ne soient pas en pleine lumière, quoi. Un truc comme ça. Et comment tu gères le passage au dessin? Moi, c'est toujours un truc qui m'a fasciné, parce que moi, je suis pas du tout... Enfin, j'ai fait une bande dessinée, mais je connais pas grand-chose, en fait. Et j'en lis assez peu, mais pour moi, la bande dessinée... Enfin, j'ai toujours été fasciné par cette question, pourquoi les dessinateurs de bande dessinée ont toujours, depuis Drouillet essentiellement, mais Drouillet, Moebius, toute cette vague, ont voulu
s'attaquer à Lovecraft. C'est-à-dire pourquoi vouloir représenter un gars qui ne cesse de dire que les choses sont irreprésentables. Et comment comment vous faites pour, enfin, je vois à peu près parce que j'ai lu ton travail, mais comment toi tu t'envisages? Tu disais tout à l'heure, ben voilà, c'était assez intéressant de dire, voilà, j'ai un hôtel, il me dit c'est un peu bizarre, c'est non euclidien, mais il faut bien que je pose des trucs dessus. Comment tu gères ça, quoi? Déjà, moi, je fais pas de bande dessinée, donc il n'y a pas ce problème-là. Je peux me permettre beaucoup plus d'ellipses puisque c'est du texte illustré et je choisis, je pioche en fait ce que j'ai envie de dessiner. Et un peu comme lui, en fait, je pose des petits, mes petits cailloux, quoi. Et puis à la fin, il en sort quelque chose. Mais je choisis précisément ce que je veux faire. Alors que je pense que si je devais représenter en bande dessinée, ce qui m'intéresserait absolument pas. D'ailleurs, à un moment donné, je voulais faire une bande dessinée sur Lovecraft, sur lui, sur sa vie, quoi. Et je cherchais par tous les moyens une façon de m'extraire du côté biographique qui va du point A au point B, au point C, etc. Et Je vois bien ce que tu veux dire. sans ellipse. Et donc, moi, quand je dessine, justement, je peux me permettre toutes ces ellipses graphiques, notamment sur toutes les choses qui ne m'intéressent pas. Moi, notamment, c'est vrai que le bestiaire bizarroïde avec des tentacules et des polypes, ça ne m'intéresse pas tellement, quoi. Pour moi, personnellement, enfin, on va pas poser la question, mais je vais y répondre quand même. C'est surtout vous à l'échec. Oui. Enfin, je pense qu'il y en a qu'un qui a réussi. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça fait longtemps, c'est Breccia, parce que Breccia, il ne représente pas les créatures, il représente la peur que suggèrent ces créatures. Après, je comprends, hein, Gutanabe, c'est très beau, c'est très plastique, etc. Mais bon, moi, ça ne me parle pas, et je trouve que, voilà, que ça soit la façon dont toi, tu le décris, justement, en restant dans l'illustration, dans le détail, donc, ou la façon onirique dont l'aborde derrière, c'est aussi des façons de faire un pas de côté. Et donc, du coup, voilà. Je ne pense pas qu'on peut se confronter à l'illustration directe de Lovecraft. Ça. Moi, je combine, on va dire, du dessin documentaire et du dessin beaucoup plus atmosphérique. Il y a Breccia, mais pour moi, il y a aussi, sur une toute petite histoire qui n'est pas une adaptation de Lovecraft, c'est ce qu'avait fait Battaglia sur son hommage à Lovecraft, où il y a 2-3 petites bestioles, là, mais qui sont à peine évoquées, avec son espèce de trait un peu gratouillé, là. Et on voit sans rien voir, en fait. Mais c'est entièrement l'atmosphère de la ville dans laquelle débarque ce bonhomme et tout, les lumières, l'état des maisons, la mousse, le degré d'humidité. Enfin, c'est ces choses-là qui sont beaucoup plus parlantes que finalement de voir une espèce de petit machin. Enfin, justement, on parlait de Derleth tout à l'heure. Moi, il y a, je crois, un des rares textes que j'ai dû lire, c'est un roman qui s'appelle, je ne sais pas comment, je ne sais plus. À un moment donné, il décrit une espèce d'entité épouvantable en disant que c'est plus ou moins une espèce de crapaud de la taille d'une marmotte, quoi. Et bon, moi, je sors du truc, quoi, à ce moment-là, quoi. À aucun moment ça ne m'effraie ou ça ne m'évoque autre chose que l'envie de rigoler, quoi. Je pose juste la question à Daria. Daria, simplement par rapport à cette question de la monstration, ce pas de côté, ce qui a été évoqué, j'aimerais bien vous entendre. Alors, juste, il y a quand même une entrée pour dessiner Lovecraft, et je trouve que c'est François Baranger là, que vous avez sur les tables, qui, enfin, en tout cas, moi, ça me paraît assez impressionnant ce qu'il a fait. C'est un travail sur l'échelle, sur le gigantisme, et il arrive très bien sur une image à faire en sorte qu'on soit écrasé par le gigantisme du décor. Donc l'échelle, c'est une entrée. Alors ensuite, c'est vrai que si on s'attaque comme ça à regarder les marmottes, les pinces de crevettes, les trucs, tout d'un coup on se dit ah bon, et ça fait pas extrêmement peur tout ça, hein, mais quand on est au pied de la lettre, on peut pas avoir peur. Et la peur est ailleurs, quoi, vraiment. Et elle est, je pense, dans l'échelle. Et c'est aussi l'histoire du cosmos qui écrase complètement l'homme, qui est minuscule. C'est ça qu'on sent. Et je trouve que François Baranger, il y arrive sur certaines images avec ces trucs vraiment, ces points de vue, hein, avec les points de vue et avec la taille des choses, quoi. Voilà. Et quant au pas de côté, alors moi encore, vraiment, je fais quelque chose de très différent. J'emmène Lovecraft actuellement dans un parc parisien dont il est le gardien. Et donc, je le confronte avec des éléments de langage, parce que lui, il est bourré de tics de langage quand même, Lovecraft. Donc, je le confronte à d'autres tics de langage, d'autres éléments de langage sur lesquels il ne peut pas réagir, parmi lesquels il se sent complètement perdu. Donc, en fait, c'est une extrapolation, ou alors c'est une sorte
métaphores de lui-même transposées dans une autre époque. Et c'est plutôt loufoque et plutôt drôle, enfin j'espère. En tout cas, c'est ce que je voulais. Donc, tout aussi pour faire surgir l'humour, qui est une facette qui est finalement pas très évidente chez Lovecraft, mais je pense qu'il en avait plus dans sa vie. Donc encore une fois, c'est plutôt l'homme, c'est plutôt ce qu'il a été à travers voilà, sa correspondance, etc., qui m'a intéressée. Et puis l'histoire de l'échec, parce que je crois qu'un des premiers livres que j'ai lu, c'était le Houellebecq, justement, l'art de rater sa vie. Donc je me suis dit, bon, ça vaut le coup de creuser un peu, quoi. Voilà. C'est vrai que le langage managérial peut faire plus peur dans la bande dessinée que les carpes, finalement, quelle que soit leur taille, mais s'il y a ce jeu sur les carpes. Voilà, sur les carpes, c'était l'eau, le poisson. C'est dans des petits détails un peu triviaux comme ça de son existence que je me suis appuyée, mais pour jouer avec, en fait, c'est des jouets. Les ballons gonflables, les poissons, les choses qui prennent trop de place, qui sont plus à leur place. D'autres, voilà, moi, c'est avec ça que j'ai construit le récit. Plus qu'avec une adaptation, hein. Ça n'est en aucun cas une adaptation. Oui. Jean Renaud. Ouais, bah, je pense qu'il a parfaitement réussi son coup, Lovecraft, puisqu'il il a produit des images qui ne sont pas très faciles à représenter, à illustrer. Et comment il a fait, en fait, justement, je pense, c'est en ayant une assez bonne connaissance de la zoologie. Et en tout cas, c'est clair, il a consulté des bouquins, il a essayé de chercher des choses. Et sur quoi il est tombé pour représenter l'altérité maximale par rapport à nous, faut pas aller chercher un mammifère ou une fourmi et ce qui a été vraiment très utilisé dans le cinéma fantastique ou des araignées ou peu importe, faut aller taper dans de la symétrie pentaradier parce que ça c'est vraiment compliqué à comprendre comment fonctionne un organisme comme ça. Et donc il est tombé directement sur les échinodermes, sur les radiaires. Et quand on veut monter après d'un cran sur l'inreprésentable et l'innommable, il faut aller taper dans des choses qui s'apparentent à l'unicellulaire, donc à l'amibe ou à la chose qui est informe, en fait, qui est encore moins représentable que le machin pentaradier. Donc, d'où les difficultés. Et Barranger qui représente ça très bien, en fin de compte, en faisant que esquisser, faire entreapercevoir, mais on a rarement la bestiole en entier. Donc oui, moi je pense que justement, un petit peu en désaccord avec vous. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça. Mais je pense qu'il les aimait lui aussi, quoi. Donc non, manifestement, il avait une bonne connaissance. Il n'est pas allé taper dans le truc basique. Bah tiens, on va mettre un machin qui ressemble à une araignée vaguement pour faire peur, quoi. Pour vraiment confronter à l'étrange, je pense qu'on peut aller là. Ouais, et ce qui est génial à la fin pour moi, c'est qu'il y a une petite exception à tout ça, c'est Cthulhu, quoi. C'est Cthulhu, un enfant peut le dessiner quasiment. C'est le seul, exactement. Et donc, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais il a, en plus de nous avoir paumé dans des représentations super compliquées, il nous en a mis une qui est son icône, qui reste et qui est assez maligne parce qu'elle se base sur des bestioles qu'on n'aime pas trop, les poulpes et les chauves-souris, c'est pas terrible. Il les a mélangés et paf, et n'importe qui peut, même moi, peut dessiner un petit Cthulhu sur un coin de table. Et donc c'est pour moi l'exception qui rend le truc encore plus fort, en fait. Après, bon, c'est aussi qu'on en a une représentation que c'était pas un très grand dessinateur non plus, quoi. Donc, mais après, pour parler d'araignée, ça me fait penser forcément à Tolkien. Enfin, je pense qu'on travaille aussi avec son inconscient. Tolkien, il y a beaucoup d'araignées parce que, je sais pas si vous savez l'anecdote, il s'est fait piquer par une araignée quand il avait moins d'1 an, quand il était encore en Afrique du Sud. Il a failli en crever alors qu'il n'en a plus un souvenir. On ne m'enlèvera pas l'idée aussi que chez Lovecraft, toutes ces créatures, même si c'est un poncif de le dire, toutes ces créatures avec des tentacules, avec des trous partout, etc. Il y a un rapport à la sexualité qui est quelque chose qui est assez fort aussi chez Lovecraft et qui est encore tout un territoire peut-être à explorer, quoi. Alors, je voudrais vous poser une question à tous sur la relation de l'être, du personnage plus exactement, à l'espace.
Et je voudrais compliquer un petit peu, j'aime bien les questions compliquées, parce que ça vous fait parler. Je voudrais compliquer un petit peu la question en vous rappelant qu'il y a des passages très étranges sur le cosmos chez Lovecraft, où il y a une sorte de confusion entre, par exemple, c'est le cas de Yuggoth, Pluton, j'allais dire Platon, Pluton. Donc, quand on lit The Whisper in Darkness, Yuggoth est un être. Hein, il est engendré par, et c'est celui qui habite. Et ensuite, ça devient la planète Pluton qu'on venait justement de mettre à l'honneur quelques temps plus tôt. Et dans Beyond the Wall of Sleep, eh bien, on a à peu près la même chose avec Algol, c'est-à-dire que l'oppresseur, il est plus ou moins identifié, c'est pas très clair, c'est moins clair que dans The Whisper in Darkness, il est plus ou moins identifié à une planète qui est, enfin non plus exactement, une étoile, pardon, qui blink là, qui palpite et qui est l'étoile du démon. Et donc moi j'aimerais vous entendre à la fois sur le plan scientifique et sur le plan artistique, sur les rapports du personnage à l'espace. Mais vous voyez, je ne parle pas du cosmos, mais je parle de son espace, son habitat. Hein, parce qu'on a l'impression parfois que lorsque les personnages changent de lieu, ils changent aussi. Hein, il y a une espèce d'altération du personnage quand il change de lieu. Et ça peut-être, comme je sais qu'il y a, enfin, il y a les contraintes de train, donc qui font que, mais si justement peut-être Raphaël en premier et. Ça va, on a encore un peu de temps. Mais... On a un petit peu de temps, mais voilà, selon le développement. Non, mais c'est sûr que l'espace est hyper important dans l'ensemble de. Alors oui, scientifique, c'est vrai. Il y a un truc qui est clair, vous en avez parlé un peu dans votre propre intervention, c'est à l'époque où Lovecraft écrit, il y a deux théories qui sont en train de tout révolutionner, c'est la relativité d'Einstein restreinte et générale et la mécanique quantique. Et il connaît la mécanique quantique, il en lit beaucoup, mais il n'en parle jamais. Il n'en parle dans aucune de ses œuvres, il parle de mécanique quantique, il y a juste du name dropping de Heisenberg et de Planck, mais à côté de Einstein et de Sitter, justement. Donc c'est vraiment... alors qu'en revanche, l'espace, oui, il tordre l'espace, le contracter, lui rajouter des dimensions, tout ça, c'est archi clé. Et je ne sais pas si ça résonne beaucoup avec la notion de personnage. Ce qui, pour moi, résonne beaucoup. Alors, l'espace et le temps se confondent un peu avec la relativité restreinte. Enfin, on peut agir un peu sur les deux. Et donc oui, je suis d'accord sur l'espace, mais je rajouterais le temps, en fait. C'est vraiment une notion à l'espace-temps. Et pour moi, même ma nouvelle préférée, c'est Dans l'abîme du temps, justement, dont on n'a pas tant parlé que ça ici, d'ailleurs, dans lequel je pense qu'il met sur... peut-être qu'il utilise le temps comme il utilise l'espace dans plein de ses autres nouvelles. Si je prends ce présupposé-là, je vous rejoindrai assez volontiers sur le fait qu'effectivement, quand un personnage se balade dans l'espace... dans une nouvelle de Lovecraft, il est fortement modifié. Alors, a fortiori, dans le temps, dans l'abîme du temps. Donc, vous savez, c'est un chercheur qui se retrouve dans le corps d'une créature ailleurs, pendant qu'une créature prend... dans un autre temps, pendant qu'une créature prend sa place pendant plein d'années. Ouais, j'aurais tendance à répondre plutôt positivement à ce que vous avez évoqué, mais je n'arrive pas à le dissocier du temps, moi, de mon côté. Je ne sais pas si j'ai entendu la même question, mais par rapport à ce que vous disiez, les planètes, etc., il faut se souvenir juste que dans The Whisper in Darkness, quand il écrit cette nouvelle, Pluton a été découverte environ 6 mois avant, et en plus, aujourd'hui, on a l'habitude, vous savez, on a des images, etc. C'était une démonstration, son existence était prouvée par le calcul. Donc ça reste quelque chose de très, très théorique, à dire vrai. Donc ça laisse une sorte de voile de mystère, et puis après, je saurais pas vous répondre autre chose que c'est la présence du corps chez Lovecraft qui rejoint le problème de la sexualité que j'évoquais tout à l'heure. Mais bon, c'est l'incarnation à chaque fois de ces créatures. Le corps est sale chez Lovecraft. Je sais pas si c'est lié. Enfin, c'est quasi peut-être freudien, mais voilà. Donc dès que les choses s'incarnent toujours, quoi, de façon un peu désagréable, quoi. Les dieux s'incarnent, effectivement, les planètes peuvent s'incarner. Et puis après, juste pour répondre d'une façon un peu plus large, on cherche toujours une cohérence entre les nouvelles de Lovecraft. Il n'y en a pas.
C'est-à-dire que Nyarlathotep, aujourd'hui, vous prenez par exemple, tout à l'heure tu parlais de jeu de rôle, etc. Vous prenez le jeu de rôle fait par Sandy Pertassen, il vous explique que la Nyarlathotep, c'est devenu la créature aux 999 formes, parce que dans une nouvelle, c'est une brume, dans une autre nouvelle, c'est un pharaon, etc. Mais en fait, il n'y a pas de cohérence. C'est juste qu'au bout d'un moment, il va dire Ya, Nyarlathotep, Shum-Nigorat. C'est juste des mots enfilés comme ça pour un phénomène d'étrange. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a projeté, pour le moment, ça se mettait quasiment à parler gaélique, effectivement. Donc, en fait, c'est juste que voilà, dans une nouvelle, c'est une planète, dans une nouvelle, c'est une créature, dans une autre, c'est un corps. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et après, ils en jouent, effectivement, tous ensemble, parce qu'ils se reprennent les choses, et cette espèce de contamination qui a très bien été évoquée par la communication autour de la littérature. D'ailleurs, je me fais juste un point parce que j'ai pas eu le temps d'intervenir, mais je crois qu'il y a un truc très intéressant sur le Necronomicon où on disait est-ce qu'il en jouait, est-ce qu'il le cachait ou pas. La citation qui a été affichée, qui est une citation qui est faite à Willis Conover, où il dit ou non le Necronomicon, ça n'a jamais existé, etc. Où il est très très clair. C'est la seule fois où il est très clair, mais parce qu'il écrit un enfant de 12 ans. Conover a 12 ans à l'époque quand il écrit. Donc en fait, il laisse quand même le flou. Il est très content de voir cette mayonnaise monter, hein, soyons honnêtes. Voilà, du coup, je ne réponds pas du tout à la question. Armel ? Non. Sur l'espace, c'est quelqu'un qui doit être agoraphobe, en fait, quand même un peu. Lovecraft, il a peur de la ville, il a peur de la foule, il a peur de l'immensité. Et lui, il a un univers... il voit des choses immenses par sa fenêtre, en fait. Il y a d'ailleurs beaucoup de ces personnages qui regardent des choses à travers l'oculus, à travers la fenêtre, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est confortable dans un tout petit espace, même s'il est un marcheur infatigable, mais il arpente toujours son domaine et il est, encore une fois, observateur de l'immensité par opposition à ce que lui connaît, quoi. Alors, sur les questions d'espace, d'abord, je vais rejoindre Raphaël. Oui, pour moi, la notion de temps, et j'adore aussi dans l'abîme du temps, la notion de temps colle vraiment avec ça. Mais quelque part, dans ces nouvelles qui sont plus scientifiques, comme les montagnes hallucinées, et dans l'abîme du temps, on a un phénomène d'exploration dans le temps, dans l'espace, qui est somme toute relativement classique. Et moi, j'ai l'impression que ce dont vous parlez, peut-être, mais peut-être je me trompe, on le retrouvera plus dans les parties contrées du rêve et dans la quête onirique qu'a date l'inconnu. Ouais, où là, il se passe en effet plein de choses à chaque fois qu'il va redescendre dans les contrées ou changer d'endroit sur le dos d'une bestiole ou attrapé par les maigres bêtes de la nuit. Et là, oui, il y a des changements importants qui s'opèrent. Et comme c'est le monde des rêves, l'espace, il est très plastique. Et il va arriver, il va se passer un truc, et puis tout va changer, quoi. Alors que dans les autres, pour peut-être un souci de réalisme scientifique, il essaye quand même de pas trop dénaturer. D'ailleurs, il le dit dans un de ses articles sur la méthode qu'il emploie. Il explique qu'il faut essayer d'introduire les éléments de surnaturel dans un cadre le plus naturel possible. Et donc sans trop violer les lois de l'espace tout de suite de but en blanc. Et un élément va venir tout perturber. Donc voilà, moi je répondrai un petit peu oui et non, peut-être. Si une autre... exactement. Et si un autre aspect quand même qui est important dans l'espace, c'est l'exploration en profondeur. Parce que oui, des fois, il est tourné vers l'espace extérieur, mais souvent, il va chercher les choses à l'intérieur. Donc on descend dans des tunnels, dans des gouffres. Donc c'est le cas des deux nouvelles dont on parlait tout à l'heure. C'est le cas aussi dans Le Tertre, etc., etc. Enfin voilà, il y a toujours une descente pour aller... Ouais, exactement, la cité sans nom. Voilà, il y a plein de cas où, oui, aller dans le gouffre, c'est super important. La transition de Juan Romero aussi, je crois. Enfin voilà, ça arrive très, très, très fréquemment. Oui, tout à fait. Ouais.
Raphaël, Armel, vous m'avez dit de vous faire signe par rapport au train que vous devez prendre. Donc, Oui. on Merci, vous je suis excuse, désolé, évidemment. je vous présente mes excuses, je dois filer. Poitiers est un tout petit peu trop près de Paris, malheureusement. Merci à vous. Et Armel, vous avez encore un petit peu de temps ? Avant de poser d'autres questions, j'ai envie quand même de me tourner vers la salle, de savoir si vous avez des questions justement à poser à nos intervenantes et nos intervenants, peut-être. Je vais regarder aussi. Oui ? Ah non. Ah, d'accord. Ça marche. Je vais continuer. Donc simplement sur un petit point qui a été évoqué que j'ai trouvé intéressant lors d'une intervention aujourd'hui, je pense que c'était ce matin, en évoquant les Shoggoths et les anciens dans Mountains of Madness, il a été dit que finalement on est toujours le monstre d'un autre. Dans Lovecraft, et c'est vrai que de manière plus générale, de toute façon, on n'est pas dans cette vision du bien et du mal, une vision manichéenne. J'aimerais bien savoir comment ça a pu résonner pour vous, cet aspect-là. Voilà. Si jamais c'est quelque chose que vous aviez effectivement noté, qui vous parle, je trouve assez intéressant. Pas forcément. Je ne saurais pas répondre. Je pense que ce qui est fascinant, c'est l'absence de morale. C'est-à-dire que et pour le coup, c'est là où il y a une vraie perception scientifique, c'est qu'on se dégage, voilà, on est sur une perception scientifique du monde, et ça, oui, ça résonne, j'imagine. Et de plus en plus, c'est-à-dire vrai, parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus entachée par la morale, par ce qu'il faut faire, ne pas faire, la tolérance qu'il faut avoir vis-à-vis de chacun, d'une communauté, d'une machin. Et aujourd'hui, voilà. Il y a peut-être un côté un peu jouissif d'avoir des textes qui sont sur une vision profondément amorale, en fait. La morale n'a plus aucune prise sur les histoires, quoi. Et ça, c'est assez chouette. Après, je sais pas... Oui, la vision, moi j'ai beaucoup aimé le rapport, je sais plus quelle communication, parce que je commence un peu à les mélanger, mais le Shoggoth en vision du capitalisme, ça m'a fait... J'ai trouvé ça assez réjouissant, j'avoue. Merci. Parce que c'est tellement vrai, et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les grands auteurs, en fait, c'est que ce type-là, voilà, il n'a pas pensé à ça quand il l'a écrit. Voilà. Alors bien sûr, il y a quelque chose d'atavique qui parle toujours dans la création, voilà. Mais les œuvres qui durent, c'est des œuvres qu'on peut toujours réutiliser pour réinterpréter et notre quotidien. Et voilà, et Lovecraft, il y a plein de choses qui marchent. Ça a marché aussi, hélas, en 39-45, voilà, pour qualifier la monstruosité, etc. Donc c'est ce qui fait que son œuvre perdure aussi, quoi. Jean-Renaud, peut-être, par rapport à cette question ? Oui, c'est cette action froide, en fait, de la part des créatures, des entités, des monstres, etc., qui, à mon avis, n'est pas faite pour faire le mal, mais qui est faite juste dans leur propre intérêt, qui est beaucoup plus effrayante que si on était face à un ennemi qui nous veut du mal et éventuellement dont on va comprendre les motivations. C'est que là, on ne comprend même pas leur motivation. Ils font les choses alors qu'ils auraient pu faire autrement si eux-mêmes avaient essayé de comprendre un peu qui on était. Et donc on se retrouve sur la table de dissection comme une bestiole, mais s'ils avaient compris que les humains étaient intelligents, ils l'auraient sans doute pas fait, ou ils auraient fait autrement, ils auraient essayé de planter des électrodes dans le cerveau. Mais d'un point de vue efficacité, à nouveau de plonger le lecteur face à une altérité et pour foutre la pétoche, en fin de compte, moi j'ai beaucoup plus peur de ce truc-là. Et Alien, c'est le même principe. Alien, il tue pour se reproduire et pour se nourrir, pas parce qu'il a l'intention de faire le mal. Le mal, ce sont les humains qui le font volontairement en utilisant cette créature dans un but bien précis. D'où on revient au fait qu'on se fait que le mal qu'on veut bien s'infliger à soi-même. Mais les autres, ce sont juste des agents froids qui vont agir avec leur propre motivation, et nous, on compte pas. Donc on retombe un peu toujours sur le même truc de Lovecraft pour créer ce décalage et nous remettre gentiment à notre place. Non, d'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas du tout ? Oui.
moi j'en ai une, mais qui s'adresse simplement à un intervenant. En feuilletant vos illustrations, Armel, j'ai pensé à Kubin. Donc je ne sais pas si vous avez été particulièrement influencé par cet illustrateur. Parce que j'ai trouvé, à la fois dans la mise en scène de vos dessins et en même temps dans la technique que vous utilisez, quelque chose qui me rapprochait de ce que je connaissais de Kubin. Et pour vous, Daria, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant, parce que c'est écrit H.P. Lovecraft a chuchoté à l'oreille de Daria et elle l'a su entendre, et c'est signé Philippe Druillet. Alors Mais justement, pour moi, c'était un test, comme Philippe Druillet, c'est quand même un dessinateur absolument extraordinaire, et que Lovecraft, c'était son précaré, presque. Évidemment, il y avait Breccia, mais enfin, bon, Druillet... Je me suis dit, moi qui parle de Lovecraft d'une façon tout à fait particulière, si ça passe chez Druillet, ça passera peut-être ailleurs. Donc, je lui ai envoyé les bonnes feuilles, comme on dit, c'est-à-dire le livre avant qu'il soit, enfin, une première mouture comme ça. Et j'attendais tétanisé en me disant, bon, voyons ce qu'il en pense. Et donc, il a bien aimé, il a adoubé, donc j'étais un peu rassurée sur la suite. Mais c'était pas mal de se mettre dans l'affiliation. On ne travaille pas du tout de la même manière, donc c'était pas... Enfin voilà, c'était un test pour moi. Le crash test, c'était Druillet. Ouais. Par rapport à votre travail, moi je voulais revenir sur tout l'aspect un petit peu éthéré avec cette brume, avec qui se déplace, avec ces choses qui prennent des formes différentes et qui permet d'aborder d'une autre façon ce qu'on ne peut pas vraiment saisir, ce qu'on ne peut pas vraiment montrer. Qu'est-ce qui vous a amené justement vers cette voie-là ? C'était clairement la représentation de l'indicible. Alors, c'est une caricature de... voilà, en même temps, c'est un phénomène météorologique dans mon livre. Donc, donc voilà, c'est une façon de parler aussi du changement de climat. Enfin, il y a tout qui rentre là-dedans. On peut tout mettre dans quelque chose d'indéterminé comme ça. Donc, ça dépend comment les personnages s'en emparent et quels mots ils mettent dessus. Et encore une fois... Comme dans Lovecraft, il y a beaucoup, c'est ce que moi j'appelle les éléments de langage, mais qu'on retrouve aussi dans l'Iliade, dans l'Odyssée. C'est toujours le chaos rampant, chez Homère, l'aurore aux doigts de rose, etc. Il y a toujours des formules comme ça qui arrivent. C'était une façon de créer une sorte de flou qui serait saisi par le langage des uns et des autres, et que chacun peut tirer à lui comme une couverture, puisqu'il y a une confrontation entre le gardien, qui est Lovecraft, et puis sa manageuse qui est toujours voilà, en train d'essayer de tirer sa réalité vers une autre réalité. Truc sur les réalités alternatives, quoi. Oui. Voilà. Tu cherchais quelque chose de précis justement d'avant dessiné. Ah. J'avais vu dans une de vos vignettes, mais je ne la retrouve plus. En fait, quand on voit Lovecraft avec les 3 parcs, ils s'en vont, et ça m'a fait penser à l'île des morts de Böcklin. Et c'était... voilà, je voulais savoir si c'était intentionnel ou si c'était arrivé comme ça. Non, il y a pas mal de clins d'œil, en fait, dans les choses que je fais. Kubin aussi, j'adore. Il y a Odilon Redon. Il y a plein de parce qu'au départ, ce fameux Providence qui était là, je voulais en faire une sorte de gardien de zoo. Alors, il reste le bestiaire, comme ça, de beaucoup de peintres symbolistes ou tous ceux qui ont un peu dessiné le cauchemar, qui restent un peu comme ça dans les strates, les différentes strates du récit. Et peut-être, oui. Merci beaucoup à tous. Peut-être une question pour Daria par rapport au choix de la nouvelle que vous avez choisi d'intégrer dans la bande, dans le roman graphique. Justement, c'est aussi sur l'espace. J'étais en train j'avais zappé tout l'aspect cartographique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, d'abord à cause de son format, et parce que elle est très très poétique, et que elle est climatique, en fait. Donc c'était vraiment en écho avec le récit que je mettais en place. Ça me permettait de faire un effet miroir. Voilà. Et c'est dans l'œuvre de Lovecraft, c'est des choses que j'aime beaucoup.
toute cette période. Alors je ne sais plus si c'est la première, enfin, le Lovecraft d'Unsanien, voilà, c'est la première. Voilà. Plutôt la première ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc c'est un hommage aussi à ces lectures, parce que je pense que c'est ce que j'ai lu quand j'étais petite. C'était cette période-là. Donc je bouclais un peu la boucle. Oui, j'ai une autre question. Enfin, par rapport à ce que dit Romuald, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est provocateur, évidemment, de dire... Oui, j'aime bien, vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué, que la fiction Lovecraftienne, c'est pas ce qui vous intéressait, mais ce sont les lettres. Effectivement, je crois que l'une éclaire l'autre, hein, ça c'est absolument fondamental. Mais justement, le but de ce colloque qu'on fait ce week-end, c'est d'essayer de montrer justement qu'il y a peut-être plus à chercher, comme dirait Shakespeare, dans Lovecraft qu'on pourrait le penser. C'est indéniable, c'est indéniable. Mais ce que je trouve assez intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce que je disais quand je disais que c'est à ça qu'on reconnaît un grand écrivain, c'est-à-dire qu'il est capable encore de nous parler aujourd'hui par rapport à nos actualités. Moi, c'est par rapport à nos propres histoires. Enfin, je pense qu'on est plein là à avoir lu Lovecraft quand on était jeune et à continuer à le lire. Et on ne lit pas. On va plus. C'est normal que moi, à 50 balais, j'aille pas y chercher la même chose qu'à 13 ans. Mais j'y trouve encore des choses. Et donc, c'est juste fascinant, quoi. Et j'imagine que peut-être que dans 20 ans, 30 ans, parce que Lovecraft, c'est quand même un peu le truc. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais plus, la personne qui faisait la communication autour de justement du Necronomicon, etc., qui disait que c'était promis de plus reparler de Lovecraft. C'est un peu ça, moi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un livre en lien avec Lovecraft, je dis, bon, maintenant, c'est terminé. Mes premiers romans, c'était en lien avec Lovecraft. Je pensais que j'en étais débarrassé. J'ai fait ce truc-là. J'ai l'impression qu'après avoir fait ce truc-là, j'en ai débarrassé, mais ça se trouve, dans 20 ans, je vais y revenir, quoi. Donc, bien évidemment, c'est un puits sans fond, c'est la richesse d'une œuvre, en fait. Voilà. D'accord, donc vous êtes un peu contredit de tout à l'heure, en fait. Mais j'aime bien, il faut se contredire, c'est la nature humaine. Lovecraft ne cesse de se contredire aussi. Voilà, moi, c'est par exemple ce que j'avais envie de montrer. Je dis juste que l'œuvre en elle-même me parle moins, aujourd'hui, elle me parle moins que son humanité. Voilà, que son humanité qu'on voit essentiellement à travers ses lettres. Mais ça peut changer. Voilà. Mais d'une part, je vais vous dire que ça correspond aussi un peu à mon expérience que j'ai commencé. J'ai fait une thèse sur Lovecraft, en grande partie. J'ai laissé tomber parce que j'en avais marre de Lovecraft et j'y suis revenu effectivement à plusieurs reprises, y compris dans le film qu'on a fait récemment, qu'on a montré hier soir. Donc effectivement, oui, on y revient et on redécouvre des choses. Là, j'ai relu par exemple From Beyond, dans l'au-delà, qui a été adapté par Stuart Gordon de manière grand guignolesque, on va dire horrifique et fortement sexualisée, hein, pour reprendre. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de Lovecraft. Mais c'est une adaptation très. Moi, on a utilisé tout à l'heure Die Farbe pour un. Oui, je n'ai pas vu, ça m'a très intrigué, j'ai très envie de le voir. Die Farbe, c'est vraiment un excellent long métrage, donc en noir et blanc, pour parler de la couleur tombée du ciel, avec des éclats d'ultraviolet. C'est très très fort, avec une déconseillisante. Donc il n'y a pas que From Beyond. From Beyond, c'est sympa, effectivement, c'est assez jouissif. Ça réintroduit du sexe là où il n'y en a pas du tout chez Lovecraft, en tout cas dans cette nouvelle-là. Et je voulais juste faire un petit hommage à ce qu'a fait Nicolas Fructus avec David Camus, qui partage aussi ce que vous avez dit sur le fait qu'il parle de l'humanité de Lovecraft, il parle de la tendresse de Lovecraft. Et ça, c'est des choses qu'on entend rarement. Et ce qui est intéressant dans son travail de traduction, lequel il s'est profondément immergé, je dirais profondément au sens Lovecraftien du terme, c'est qu'il traduit très bien aussi, mais il commente, il fait des préfaces pour expliquer pourquoi il a utilisé tel ou tel terme, etc. Et donc, je trouve ça absolument passionnant. Je pense qu'en fait, pour eux, je ne vais pas conclure la chose, mais ça pourrait presque faire conclusion. C'est ce que disait Armel. Ça sera le mot de conclusion. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je crois et que a dit David, et que peut-être tu pourrais dire aussi, ou je sais pas, c'est que moi, ce truc-là, j'ai pas pu l'écrire on peut pas fréquenter Lovecraft en continu. Il y a quelque chose qui infuse. Enfin, moi, j'ai eu besoin de faire des pauses. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment, il faut aller voir autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de poids qui se dépose sur nous, et qui est quand même, on se dit, mais comment ce mec faisait pour vivre avec ça? En fait, il n'a pas vécu. Et donc, c'est là, il y a quelque chose qui résiste de l'ordre de la magie de ce type-là, de son travail, où, en fait, on ne peut pas trop rester longtemps à sa compagnie, quoi. C'est pas qu'on devient dépressif, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même.
Il y a un enfermement. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai lu que ça pour essayer de le sentir, quoi, de le connaître, de faire un bout de chemin avec lui. Mais depuis, voilà, on m'a redemandé pour Métal Hurlant le spécial Lovecraft. J'ai dit surtout pas. Je dis pareil. Voilà. Ah voilà, 3. Moi, on me demande souvent si je vais encore faire du Lovecraft. Et en fait, voilà, à chaque fois, j'explique non, mais le truc que je fais en ce moment, ça n'a rien à voir. Et c'est du Pierre Louis. Ça se passe dans les Cyclades, dans l'Antiquité. C'est de la poésie érotique, c'est très bien. Et ça change complètement. Et toi, Jean-Renaud, tu vas continuer tes lectures de Lovecraft Oui, faire alors, une pause après ce colloque. Lovecraft, à 13 ans, il me foutait la pétoche. Et maintenant, c'est assez différent. J'y trouve tout à fait autre chose. Et quand il y a des moments un peu durs dans la vraie vie, où on est confronté à des choses un peu compliquées, bon, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, et ben finalement, revenir vers Lovecraft, on se retrouve avec quelqu'un qui va nous donner un peu d'altérité et nous sortir de nos histoires. Et en fait, c'est rassurant, quelque part, de retrouver Lovecraft avec tous ses problèmes dans sa tête. Mais j'aime bien. On se dit qu'il y a pire que nous, quoi, en fait. C'est ça, Pardon quoi. On se dit qu'il y a pire que nous, quoi. C'est ça. Exactement. Merci, Howard. Et ça repose un peu les bases de se dire, bah ouais, tout ça, c'est pas grave. Et voilà. Donc en fait, je le recommande, moi, en tant que traitement des problèmes. Il y a toujours une apocalypse pire, effectivement. Bah, merci, parce que c'était parfait, effectivement, pour conclure ces temps d'immersion Lovecraftienne. Donc, merci à tous les 5. Et donc, on arrête tout de suite pour avoir un petit temps à la fois technique pour préparer pour la prochaine conférence en visio de Joshi, et également pour vous permettre de profiter des 2 librairies qui sont présentes, puisqu'il y avait La Belle Aventure tout à l'heure, mais il y a également Bulle d'encre qui est arrivée. Voilà, merci.